On revient en France, la politique, aucun signe d'ouverture, un recyclage d'anciens ministres, l'accueil glacial de l'opposition après l'annonce du remaniement. Une nouvelle équipe déjà sous le feu des critiques, 19 entrants, 5 partants et un président qui joue les coachs lors du premier Conseil des ministres. Période exceptionnelle compte tenu également de la situation politique du pays. Celle-ci impose au gouvernement beaucoup de volontarisme, d'ambition, parce que notre pays a besoin de réformes, de transformations dans les politiques publiques que vous aurez apportées durant les années qui viennent. Il a besoin aussi d'esprit de responsabilité pour bâtir des compromis exigeants. Dans ce contexte, vous aurez d'abord à tenir dans ce contexte de guerre, qui change en profondeur beaucoup de choses, et je pense que ça n'a pas été suffisamment intégré dans le débat public français. Voilà, l'exécutif le sait, la tâche sera compliquée. Dans ce contexte, pas de prise de risque. Une nouvelle Elisabeth Borne ne sollicitera pas la confiance des députés lors de son discours de politique générale mercredi. Confirmation tout à l'heure du nouveau porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. La Première ministre ne sollicitera pas la confiance des parlementaires. Il y aura une discussion, une déclaration de politique générale suivie de débats à l'Assemblée nationale mercredi à 15h et puis en soirée au Sénat, sans vote. Alors ce n'est pas une première, c'était le cas sous Raymond Barre, Georges Pompidou, Édith Cresson, c'était le cas aussi avec Michel Rocard ou Pierre Bérégovoy. Je dis que ce n'est pas une première. La confiance ne se décrète pas a priori. Elle se construit patiemment, texte après texte. Nous sommes en mesure, le seul d'ailleurs parti en mesure d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Je le redis, aucune opposition ne peut, même en s'alliant avec une autre opposition, disposer d'une majorité. Mais cette majorité est dite relative, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas d'atteindre le nombre de voix nécessaires pour passer dans tous les cas et dans toutes les situations, tous les textes que nous voudrions. Bonsoir Daniel Simonet, vous êtes député NUPES, la France Insoumise de Paris. Je sens que vous avez beaucoup de choses à nous dire ce soir. Bonsoir Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV. Christophe Barbier qui est toujours avec nous, éditorialiste politique BFM TV. Bonsoir Pablo Pilot-Vivien, vous êtes responsable éditorial de la revue Regard. Philippe Corbet, tout à l'heure, Christophe Barbier nous disait de toute façon demander la confiance des parlementaires, c'est inutile parce qu'elle ne l'aurait pas obtenue. Oui, il y a une vraie... C'était trop risqué ? Elle n'avait pas d'autre choix? C'est une simple situation mathématique, c'est qu'il Oui. manque déjà plus d'une quarantaine de voix de députés pour obtenir la majorité absolue. Là, il y a 10 ministres qui rentrent, enfin 10 députés qui rentrent au gouvernement, donc ça fait, comme leurs suppléants ne peuvent pas siéger pendant un mois, ça fait autant de sièges à trouver. Donc vraiment, ils partaient avec une difficulté importante. Et donc, dans cette situation-là, elle aurait pu obtenir la confiance à condition qu'un certain nombre de députés s'abstiennent. Mais du coup, peut-être elle n'aurait eu la confiance qu'avec l'abstention des députés RN, ce qui aurait créé une autre situation politique, une autre difficulté. Bref, elle n'a pas voulu s'engager là-dedans. On peut noter néanmoins qu'on avait compris depuis plusieurs jours qu'elle ne demanderait pas la confiance. Enfin, on se demande pourquoi elle a attendu autant de temps pour le dire. Parce voilà. que ça fait quand même des jours qu'on joue sur cette espèce de faux suspense. L'autre jour, lorsque BFM TV a dit qu'elle ne demanderait pas la confiance, la porte-parole du gouvernement était sur notre antenne et a dit « mais attendez, la décision n'est pas prise, nous verrons, peut-être que… » Voilà. En réalité, c'était une conclusion logique. Simplement, si elle l'avait dit dès le milieu de semaine dernière ou il y a 10 jours, je ne demanderai pas la confiance, il y aurait eu peut-être l'impression qu'elle renonçait avant d'avoir essayé. Donc voilà, elle a essayé. Donc il fallait aller au bout. Mais ça n'est franchement pas une conclusion surprenante. C'est pas surprenant. Néanmoins, Pablo, est-ce qu'un gouvernement qui démarre sans la confiance du Parlement, ça le fragilise ? Je ne sais pas si ça le fragilise, mais comme l'a dit Philippe, la demander, ça aurait aussi pu le fragiliser. Force est de constater que ni Emmanuel Macron ni Elisabeth Borne n'ont pris en compte la nouvelle donne en fait de l'Assemblée nationale pour composer ce gouvernement. Alors certes, il y a eu quelques petits changements, il y a eu des 19 entrants, comme vous l'avez dit, mais enfin, je sais pas, on est passé de 1 ministre MoDem à 4 députés MoDem. Mais est-ce que c'est vraiment un signe d'ouverture, enfin, un signe surtout de compréhension de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Je n'en suis pas tout à fait certain. Donc, on va voir comment après ils vont réussir à manœuvrer, parce qu'effectivement, elle n'a pas besoin en fait de ce vote de confiance. Enfin, c'est pas une obligation, hein. Comme l'a rappelé Valérie. C'est un usage, mais comment ? C'est un usage, mais c'est pas une obligation. Alors, c'est un usage effectivement qui avait cours depuis quelques dizaines d'années. Édith Cresson avait commencé sans effectivement demander la confiance. C'était Valérie Rabault qui rappelait tout à l'heure sur Public Sénat qu'il y avait que deux premiers ministres qui avaient commencé sans demander la confiance. C'était Couve de Murville
et Cresson. Et que quand on sait la longévité de ces deux premiers et premières ministres, on se demande en fait si effectivement ça va pas un peu lui porter la poisse pour le mandat dans lequel elle se lance. Mais après, encore une fois, elle en a pas vraiment besoin. Après, on va voir texte par texte comment ça va se passer, si elle va réussir à trouver des majorités, quelle majorité à géométrie variable elle va essayer de trouver sur la loi pouvoir d'achat, sur la loi, il y a la loi d'urgence sanitaire, enfin relative à l'urgence sanitaire. Ils ont quand même des choses à faire sur lesquelles elle va pouvoir, je pense, avancer avec les différents groupes dits d'opposition. Daniel Simonet, je vous voyais sourire quand vous entendiez Olivier Véran dire la confiance ne se demande pas, elle se construit. Réaction immédiate de la France Insoumise, puisque vous avez tout de suite annoncé que vous alliez déposer une motion de censure. Drôle de méthode, répond le porte-parole du gouvernement. Bah écoutez, drôle de méthode que celle d'Elisabeth Borne, parce que c'est un aveu de faiblesse. Elle ne se présente pas et elle ne demande pas la confiance de l'Assemblée nationale. C'est un déni démocratique. Vous savez très bien qu'elle ne l'aurait pas obtenu. Ça a été exceptionnel dans l'histoire, hein, les cas où la Première ministre ne se soumet pas au vote de la confiance du Parlement. On vient de sortir d'une élection législative où les Françaises et les Françaises n'ont pas accordé la confiance à la Macronie, puisqu'ils n'ont pas la majorité absolue. Et la règle démocratique de base, c'est que la Première ministre se présente devant l'Assemblée nationale. Or là, c'est un mépris de l'Assemblée nationale, mais sauf que voilà, l'Assemblée nationale, le pouvoir parlementaire, c'est là qu'il est bien plus fort quand l'exécutif nous démontre tout son aveu de faiblesse. Donc, ils ne veulent pas le vote de la confiance, ils auront la motion de censure. Mais est-ce la meilleure façon d'entamer des discussions à l'Assemblée nationale, de sortir du blocage dans lequel on est, que de déposer une motion de censure ? Olivier Véran, tout à l'heure, renvoyait les oppositions à leur responsabilité. Il dit, voilà, moi je tends la main, moi je suis prêt à ce qu'on discute, à ce qu'on avance ensemble. Alors, est-ce que vous êtes dans cette démarche-là ? On va prendre un exemple. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, suite à ce qui s'est passé aux États-Unis, Mathilde Panot, présidente du groupe de la France Insoumise, avait annoncé que nous allions représenter une proposition de loi pour constitutionnaliser le droit à l'avortement, inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Bien, sachant qu'on l'avait présenté déjà en 2018, en 2019, et que la Macronie avait retoqué. Le lendemain, on apprenait finalement que la Macronie était favorable également à faire cette proposition de loi. Ça n'a pas duré une semaine, parce qu'au bout de quelques jours, après une déclaration de M. François Bayrou s'y opposant, et puis on a vu la semaine dernière les alliances LREM, LR, RN, donc une alliance des droites et de l'extrême droite, sur certains votes à l'Assemblée nationale, dans les commissions et au bureau de l'Assemblée, pour que tout d'un coup on a le sentiment, finalement, que la proposition, elle est reportée au calendrier grec. C'est-à-dire il y a déjà un renoncement de la parole donnée sur un sujet aussi important sur lequel les Françaises, tout particulièrement, tiennent à cœur cette question-là, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le droit à l'avortement peut être remis en cause à tout moment. Donc, quelle confiance vous voulez avoir avec ces gens-là ? Quand je vous entends, je me permets, quand j'entends les membres de la France Insoumise, mais quand j'entends toute l'opposition d'une façon générale depuis ce matin et depuis le remaniement, on se dit, en fait, ce gouvernement, on disait tout ça pour ça, on l'a titré comme ça, mais effectivement, ça n'a pas fait bouger les choses d'un iota. On en est à la même situation qu'au lendemain du second tour des législatives. Oui, puisqu'aucune coalition ne s'est nouée, aucun accord n'a été trouvé pour une gouvernance. Donc, ce qui va faire bouger les choses, éventuellement, c'est texte par texte, des concessions du gouvernement, des ouvertures, des propositions de groupes de l'opposition qui seraient retenues. C'est dans le détail de cette mécanique qu'on pourra voir éventuellement les choses bouger. Ça va beaucoup grincer. On va voir si ça va coincer. L'avantage de cette motion de censure, c'est qu'elle va être votée bien sûr par les membres de LFI. On va voir si l'intégralité de la NUPES vous accompagne ou s'il y a déjà des nuances dans ce bloc d'opposition composé des 4 groupes de la NUPES. Ça va donner un peu une température. Puis derrière, il y aura des projets de loi très concrets. Je pense par exemple à un projet de loi s'il y a une flambée de la Covid sur des mesures sanitaires à prendre. Rien n'empêchera peut-être des députés LFI de dire oui, là c'est du bon sens, c'est du pragmatisme, il y a une urgence, on est d'accord pour voter pour. Ce qui ne les empêchera pas le lendemain de voter contre des propositions, par exemple pouvoir d'achat, s'ils les jugent insuffisants. Et c'est dans cette petite mécanique de la vie parlementaire qu'on va voir la marge de manœuvre possible pour un gouvernement, pour ce gouvernement. Si ça coince trop, le gouvernement pourra gouverner sans passer par l'Assemblée, par des décrets, par une activité administrative, et puis ça va assez vite s'user. À ce moment-là, la question se posera de revenir devant le peuple. Ouais. Il va pouvoir tenir combien de temps ce gouvernement Borne 2 ?
48 heures Probablement davantage, mais se pose déjà la question de sa durée. Bien sûr, la question de la dissolution. Enfin, c'est une sorte de nuage qui est au-dessus du ciel et qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, si ça dure plusieurs années. Je dirais pas que ça affaiblit Elisabeth Borne, mais en tout cas, d'une certaine manière, sa légitimité, elle ne tient que du président. Si elle avait obtenu un vote de confiance, oui, c'est aussi la Constitution. La Ve République accorde un pouvoir important, peut-être trop important au président, mais accorde un pouvoir important au président. D'une certaine manière, si elle avait obtenu un vote de confiance, elle aurait une double légitimité du président et de l'Assemblée nationale. Là, elle ne dépend que du président. Donc déjà, première. Deuxième chose, rate l'occasion d'asseoir sa légitimité. Enfin, franchement, si elle avait pu demander un vote de confiance et l'obtenir, elle l'aurait fait, évidemment. La motion de censure, d'une certaine manière, ça permet aussi de montrer, de leur point de vue, qu'il n'y a pas de majorité alternative, puisque, au fond, qui va voter la motion de censure? Est-ce que les députés RN vont voter la motion de censure? Pas certain qu'aussitôt ils la votent. Est-ce que tous les députés de NUPES, y compris les socialistes et les écologistes, vont voter la motion de censure? On ne sait pas, peut-être, mais ça n'est pas certain. Et donc, ils vont pouvoir démontrer, au fond, que peut-être, certes, ils n'obtiennent pas un vote de confiance, mais que ceux qui veulent renforcer le gouvernement sont minoritaires et sont 150, un peu plus, un peu moins, mais pas plus que ça. Oui, oui, j'aimerais rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Philippe. Effectivement, elle tire sa légitimité du président de la République, c'est certain. D'ailleurs, c'est encore lui qu'on a entendu au début du Conseil des ministres prendre la parole. C'est la Ve République. Je sais bien, mais ça n'a pas toujours été l'usage de voir au début du Conseil des ministres le président de la République prendre la parole. C'est vrai, mais par exemple, Georges Pompidou, qui était un Premier ministre important, n'avait pas demandé le vote de confiance. Mais juste pour poursuivre là-dessus, je pense qu'elle tire aussi sa légitimité aujourd'hui de sa majorité relative en fait à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qu'elle a renforcé aussi dans son gouvernement en nommant en fait des ministres qui sont issus des différentes couleurs du gouvernement, alors qu'ils n'étaient pas très représentés dans le gouvernement, enfin moins bien représentés dans le gouvernement Borne 1, à la fois venant du MoDem, d'Agir, d'Horizon. Les alliés ont été soignés. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait là, ce qu'elle est en train de faire, c'est de renforcer la cohésion de son groupe de majorité relative au Parlement, ce qui n'est pas à l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas gagné en fait de fait, parce que évidemment c'est le deuxième et dernier mandat d'Emmanuel Macron, donc on sait tous que genre en 2027, les appétits sont déjà en train de s'aiguiser pour la prochaine candidature à l'élection présidentielle, et qu'il y a des députés qui, on le sait déjà, sont tentés par faire un peu du tourisme parlementaire et dire bon bah écoute c'est bien gentil, mais si j'ai rien obtenu au début du second quinquennat d'Emmanuel Macron, peut-être que je pourrais aller voir ailleurs chez les LR, voir s'il fait pas un peu plus beau chez les LR, ou même penser à l'indépendance en fait de certains groupes, comme par exemple le groupe Horizon. On peut imaginer que à horizon de quelques années, il s'émancipe en fait de la majorité pour constituer un groupe autonome et ensuite porter la candidature, je ne sais pas moi, par exemple, d'un monsieur comme Édouard Philippe. Donc de ce point de vue-là, en termes de renforcement de la majorité relative, ça a été une réussite. Enfin, en tout cas, c'était l'enjeu en partie de ce gouvernement. Alors, on va avancer, Daniel Simonet, parce que je sais que vous avez envie de réagir, mais moi, j'aimerais aussi vous faire réagir à un des grands changements de ce gouvernement. On s'interrogeait tous sur le sort de Damien Abad depuis l'ouverture d'une enquête pour tentative de viol. Restera pas. Donc, il ne restera pas. Il a été sorti. C'est Jean-Christophe Combe, le directeur général de la Croix-Rouge, qui le remplace au ministère des Solidarités. Et une décision, vous allez l'entendre, qui le laisse très amer. Écoutez les mots qu'il a prononcés tout à l'heure lors de sa passation de pouvoir. Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche, jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Daniel Simonet, j'imagine que vous saluez cette décision. Oui, mais il n'aurait jamais dû être nommé ministre, puisqu'il était quand même l'objet de 3 plaintes pour tentative de viol ou viol. Non, une plainte. Une plainte, oui. Oui, mais enfin, il y avait quand même 3 témoignages d'affaires relevant soit de la tentative du viol ou du viol. Par ailleurs, on attend vraiment de ce gouvernement quelles vont être les annonces, puisqu'il devait faire du quinquennat précédent la grande cause de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et on a vu un résultat catastrophique, quasi égal à 0. Et là,
dans ce nouveau gouvernement, où vous avez quand même surtout un jeu de chaises musicales avec les anciens, enfin franchement, tout ça, pour que finalement on est quand même surtout sur du recyclage, on a quand même un gouvernement encore plus libéral et encore plus réactionnaire, avec l'entrée de nouveaux ministres clairement engagés dans la manif pour tous, contre le mariage pour tous. Donc on a vraiment, sur ces thématiques-là, lutte contre les violences faites aux femmes, la question de l'égalité des droits, la lutte contre la domination patriarcale, la lutte contre le sexisme et les LGBT-phobies, des signaux qui sont franchement pas du tout dans le bon sens. Vous regardez ailleurs, mais si je vous comprends bien, ça y est, la polémique Damien Abad est close. Est-ce que parce qu'il est encore député, parce que lui, ce qu'il a dit, c'est que lors de son j'ai bien dit, il n'aurait jamais dû rentrer dans ce gouvernement. J'aimerais savoir les suites pour lui, parce que lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il remerciait les électeurs pour sa confiance. Et il a dit, moi, je resterai à l'Assemblée nationale, je resterai à mon poste de député et je continuerai à me battre pour mes électeurs. Qu'est-ce que vous allez faire à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y aura un chahut à chaque fois qu'il prendra la parole, comme vous lui avez promis s'il restait ministre? Quel sort vous allez lui réserver? Moi, ce que je vais vous dire, c'est que forcément, mais comprenez-le, que ça choque, que ça scandalise toutes celles qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, d'avoir un homme politique qui est attaqué pour viol et tentative de viol, voilà, et qui ne remet pas en cause du tout son rôle de représentation du peuple. Je suis obligée de vous poser la question, Danielle Simonet, forcément, puisqu'on a appris aujourd'hui que Sophie Tissier avait déposé une plainte contre Éric Coquerel. Alors, c'est pas du tout la même affaire. Bah oui. Il n'est pas du tout accusé de la même chose. Il est accusé de harcèlement, de gestes déplacés. Néanmoins, qu'est-ce que vous dites tout à l'heure? On avait Raphaël Rémy Leleu qui était en plateau, qui nous disait bah oui, moi je suis cohérente, elle est écologiste, et elle nous disait bah oui, moi je suis cohérente. À partir du moment, j'écoute la parole des femmes, et à partir du moment où une plainte est déposée, je pense effectivement qu'il doit se mettre en retrait de son poste de président de la commission des finances. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous? Franchement, il y a un continuum, d'accord, mais il y a une graduation. On ne parle pas de la même chose. Excusez-moi, entre des comportements considérés comme inappropriés, sur lesquels Madame Tissier disait ce samedi, pas en 2014 quand les faits ont eu lieu, mais les faits ont eu lieu en 2014, mais c'est ce samedi où elle a déclaré que pour elle, les faits n'étaient pas d'une gravité qui justifiait de saisir la cellule contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise. Parce que ces faits, selon elle, ne relevaient pas du pénal. Donc, je veux dire, s'il vous plaît, ne mettez pas dans le même sac des comportements elle inappropriés, dit aussi qu'elle a évolué, qu'elle a eu mis sur du lesquels temps à il mettre va falloir des mots sur ce qu'elle avait vécu. la cellule aura à l'auditionner et à travailler sur le sujet, mais on met pas ça dans le même paquet que des délits ou des crimes, parce que l'agression sexuelle c'est un délit et le viol c'est un crime. Et là, sinon, vous desservez totalement la cause de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Un comportement inapproprié, eh bien, ça exige dans une organisation politique qu'il y ait à la fois des formations, des rappels à l'ordre. Mais, je veux dire, ne mettez pas tout dans le même sac, s'il vous plaît. Merci parce que là, beaucoup, on a en plus sur les réseaux Simonet sociaux des calomnies qui sont inacceptables. Vous reprenez le même terme que Damien Abad, des calomnies. Non, parce que là, pas concernant Sophie Tissier. Hein. Non, pas concernant Sophie Tissier, parce que ça, j'ai pas à remettre en cause sa parole. Mais sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon parle de politique. Vous avez tout d'un coup sur les réseaux sociaux tout et n'importe quoi qui se disent. J'aimerais qu'on ramène les faits à la façon dont Madame Tissier les a rapportés, pour ce que j'en sais, dans Mediapart notamment samedi. Merci. Et ensuite, la cellule fera son audition. Merci, je suis désolée de vous interrompre, mais encore une fois, on est pris par le temps. Il est déjà 21h50. Merci beaucoup à tous les quatre. On va bien évidemment continuer dans un instant avec Maxime Souitek dans 22h max à parler de ce remaniement. Bonne soirée à toutes et à tous.